Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la photographie de rivière. Alors une fois de plus, je vais vous amener sur le terrain où je vais décortiquer, analyser plusieurs sessions que j'ai fait très récemment en torrent et en rivière dans ma région. Donc je vais aborder toute la démarche artistique, les différentes réflexions que je me suis fait sur le terrain et qui m'ont amené à faire des choix en matière de matériel, d'accessoires, mais aussi en matière de réglage, pour m'adapter aux différentes conditions que j'ai pu rencontrer et obtenir un résultat bien précis. Donc tout ça, ce sera pour la partie terrain. Pour ce qui est la partie post-production, comme pour ma précédente vidéo sur les noirs et blancs, la façon d'Ansel Adams, vous retrouverez dans la description sous la vidéo un lien qui vous amène directement sur ma page de formation où vous aurez un package comprenant une vidéo tutoriel de ma manière de traiter les photos de rivière. Vous aurez également un pack de 10 actions Photoshop. Alors ce sont des actions que j'avais créées pour moi à la base, pour améliorer mon workflow, pour faciliter mon workflow, puisque quand je traite des photos de rivière, je passe à peu près à chaque fois par les mêmes étapes, en utilisant à peu près les mêmes outils aussi. Donc j'avais automatisé toutes ces étapes sous forme d'actions, il y en a 10 au total, et donc elles vous seront disponibles également dans ce package, accompagnées d'une vidéo qui vous expliquera comment télécharger ce package, comment l'installer dans Photoshop et surtout comment utiliser les actions, comment elles fonctionnent, quelles sont les différentes étapes que les actions automatisent. Donc voilà, je rentrerai vraiment dans le détail. Là, concernant ces actions, je ferai une petite démonstration en fin de cette vidéo, très rapide, sans rentrer dans le détail, sur la manière dont ça fonctionne et les résultats qu'on peut obtenir assez rapidement en utilisant ces outils-là. Alors maintenant, histoire de contextualiser un petit peu tout ça, je me trouve une fois de plus dans le département des Hautes-Alpes. Alors une partie sera faite aux portes du Parc National des Écrins, une autre partie à la frontière entre le département de l'Isère et des Hautes-Alpes, d'ailleurs un petit peu plus côté Isère. Nous sommes au printemps, donc là c'est un printemps qui a été un peu timide, qui a mis du temps à démarrer. On a eu vraiment 3 à 4 semaines de fortes précipitations. Alors ça, c'est un avantage et un inconvénient. Alors l'inconvénient, c'est qu'il fait pas beau, mais l'avantage, c'est que du coup, ça permet à la nature de se régénérer. Là, on a vraiment des couleurs éclatantes dans la nature. Ici, on est entouré de forêts mixtes, donc on a vraiment toute une palette de couleurs juste hallucinante au niveau des verts, puisqu'on a les feuillus qui se mélangent aux conifères. C'est vraiment très très beau en ce moment. C'est propice à la photographie de rivière, puisque dans ces 3-4 semaines de précipitations, il y a eu quelques ouvertures qui ont permis au soleil de rentrer, de remonter un peu les températures et surtout de faire éclater la végétation. Donc on retrouve là des tas de couleurs en sous-bois, mais on retrouve aussi des mousses sur les rochers. On a vraiment des super ambiances en ce moment. C'est propice à la rivière, d'autant que la fonte des neiges additionnée aux fortes précipitations fait que les torrents sont chargés en eau, certains un petit peu trop, mais du coup il y a d'autres torrents, d'autres petites cascades qui se sont créées entre-temps et qui deviennent hyper intéressantes d'un point de vue photographique. Donc voilà, on est vraiment dans un des moments de l'année que j'adore pour la photographie de rivière, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo à ce moment-là. Alors ici, dans les Hautes-Alpes, en termes de rivières, de torrents, de lacs, etc., on est particulièrement gâté. C'est assez diversifié. C'est vrai qu'on va avoir chaque vallée ici a sa rivière qui la sillonne. Rivière alimentée soit par les lacs d'altitude ou par la fonte des neiges ou parfois les deux, et puis les pluies torrentielles. Et puis on a aussi, alors ça c'est intéressant ces rivières-là parce que du coup on peut intégrer, on est vraiment au fond de la vallée et on peut intégrer tous les massifs qui sont autour, donc on peut avoir des plans très très larges. C'est ce que je favorise quand je cherche à faire des images avec une vision très très large sur la vallée en y intégrant la rivière. Après on a aussi tous ces torrents et ces rivières de sous-bois. Alors ça, je reconnais que c'est mes préférés, parce qu'on est vraiment, là pour le coup en sous-bois, on est dans une ambiance très particulière, avec bien évidemment aussi tout ce panel de couleurs, dans certains endroits où on va retrouver donc des différentes mousses sur les rochers, sur les arbres, les plantes aquatiques, tout ça, on est dans des décors un petit peu mystiques, un petit peu féeriques, qui rappellent un peu les ambiances à la Tolkien, ou alors même les forêts primaires. Donc on est gâté, il y a de quoi faire, et en cette période où on a une explosion de chlorophylle, c'est vraiment super. Alors parlons un peu matériel. Quel est le matériel que j'amène avec moi quand je pars faire de la photo de rivière? Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, j'ai aucun partenariat avec une quelconque marque. Tout le matériel, tout ce que je vais vous présenter ici, c'est ce que j'utilise, ce que j'ai payé avec mes propres moyens. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt commercial quelconque dans ce que je vais vous présenter ici.
Alors dans un premier temps, quand on part faire de la photo de rivière, déjà d'un point de vue vestimentaire, moi il y a une chose maintenant auquel je me suis fait, alors c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais c'est vraiment très efficace, c'est le waders. Alors le waders, vous savez, ce sont ces grandes bottes de pêcheur qu'on va se mettre, alors moi c'est sous forme même de salopette, ça monte jusque là. Ça c'est hyper pratique. C'est hyper pratique parce que vous allez pouvoir rentrer dans l'eau, aller chercher des compositions sans avoir peur de vous mouiller, et c'est vraiment assez agréable, et c'est pratique dans le sens où on va pas être frustré d'être sur la berge et de se dire bah tiens là, ça aurait été bien si je pouvais me mettre là, on rentre dans l'eau sans problème. Donc c'est voilà, ça d'un point de vue vestimentaire déjà le waders. Après, d'un point de vue matériel purement photographique, au niveau optique, ce que j'utilise moi principalement en rivière, c'est un ultra grand angle. Alors après bon, il y a ultra grand angle, mais grand angle jusqu'à on va dire jusqu'à 24 mm, 30 mm ça peut être sympa. C'est mon avis, hein. C'est uniquement mon avis, encore une fois, tout ce que je vous présente, tout ce que j'aborde dans mes vidéos, c'est à chaque fois ma façon de faire, mon avis, c'est pas le seul, c'est pas le meilleur, c'est le mien. Après on adhère pas, mais voilà, je vous explique ma vision des choses et ce que j'utilise. Donc moi je suis sur un 14-24. C'est une plage focale qui me convient parfaitement pour la rivière. Alors ouverture 2.8, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt particulier en rivière, mais voilà, en tout cas la plage focale est intéressante puisque à 14 mm on va vraiment pouvoir rentrer dans des premiers plans, on va pouvoir donner vraiment une certaine perspective à l'image, donc c'est super intéressant. Sur mon boîtier, alors bon le boîtier j'ai un Nikon D750, après ça le boîtier en toute honnêteté, peu importe le boîtier que vous avez, vous pourrez faire de la photo en rivière sans problème, que ce soit un boîtier entrée de gamme ou pas, vous ferez de la photo en rivière, c'est pas un souci. Au niveau accessoire, il y a quelque chose que j'ai monté moi sur mon boîtier et que je trouve vraiment super, c'est le L-bracket. Le L-bracket c'est ceci, là, métallique, donc c'est un double patin en quelque sorte, vous avez un patin en dessous, lorsque vous le fixez au boîtier, qui vous permet de fixer votre appareil sur le trépied en orientation paysage. Et puis vous avez un patin aussi latéral sur le côté ici qui vous permet de pouvoir, lorsque vous voulez passer en orientation portrait, de vous mettre sur le patin latéral. Alors c'est super avantageux et super pratique, surtout quand on utilise un trépied avec rotule ball, un trépied de ce type-là. Alors le trépied également aussi un élément indispensable pour la photo de rivière, puisque en rivière très souvent on va chercher à photographier le mouvement, à capturer le mouvement de l'eau. Et donc pour ça on va descendre un petit peu en vitesse, on va aller chercher des vitesses assez lentes d'obturation. Donc là clairement il vaut mieux avoir un bon trépied. Je dis un bon trépied parce qu'en plus le fait qu'on soit en rivière, plus vous aurez un trépied solide, robuste, voire même un peu lourd s'il le faut, mais au moins plus il sera costaud, plus lorsque vous allez être dans l'eau, il va être solide et stable, dans le sens où il prend l'eau, il prend le débit, et ça arrive qu'on soit vraiment des fois dans des endroits où il y a du gaz, et voilà. Donc ça risque de, si vous avez un trépied qui est un petit peu fin et fragile, ça risque de trembler, surtout quand vous avez des trépieds à 4 ou 5 branches, à 4 ou 5 sections, qui vont être sur les dernières sections assez fines, ça va être assez, voilà, ça va être tremblant dans les rivières. Donc voilà, moi ici j'ai un 3 sections, avec une tubulure relativement costaud. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour la rivière, mais déjà ça fait le job. Alors je vous parle de rotule ball. La rotule ball, c'est ceci, hein, c'est cette rotule qu'une fois débloquée, voilà, qui part dans tous les axes, avec une petite encoche ici. Alors, je vous disais que le L-bracket est pratique quand on fait de la photo en orientation portrait, parce que du coup, contrairement à la configuration, à l'orientation paysage, où on va aller devoir chercher, lorsqu'on veut se mettre en portrait, on va aller devoir chercher la petite encoche qui est ici, hein, pour mettre le boîtier comme ça. Et bon, ça, suivant comment est positionné le trépied, ça peut être relativement gênant, on peut être un petit peu coincé, c'est pas pratique. Le fait d'avoir le L-bracket, ça permet, lorsqu'on veut basculer en orientation portrait, de se mettre sur le patin latéral. Et du coup, là, on profite de toute la flexibilité de la rotule et c'est vraiment confortable. Surtout quand on est en rivière et qu'on est dans des positions un petit peu tordues dans tous les sens. Le trépied, il ne faut pas oublier qu'on le positionne dans la rivière, donc on va avoir des rochers dessous, ça va être assez scabreux, ça va être un petit peu désarticulé. Donc le fait de pouvoir bénéficier de toute la souplesse de la rotule ball, ça c'est hyper intéressant. Voilà, donc le L-bracket, c'est vraiment pratique. Et puis bon, voilà, je veux dire, ça protège aussi un petit peu le boîtier de certains coups sur le côté, pourquoi pas. Voilà. Au niveau du trépied, je termine sur le trépied. Des trépieds qui sont intéressants, ce sont ceux où on va pouvoir vraiment avoir plusieurs positions comme ça d'inclinaison des pieds. Donc, suivant comment on se trouve, effectivement, ça peut être avantageux de pouvoir ouvrir en araignée comme ça, vraiment le trépied en entier.
Ça peut être intéressant. Autre chose ici, quand on est gêné par la colonne centrale, ce qui est bien avec ce type de trépied, c'est qu'on peut débloquer la colonne centrale et la désaxer. Donc ça, c'est assez pratique puisque... Hop, alors attendez, je dévisse. Alors c'est celui-ci. Il y a trop de molettes sur celui-là. Donc du coup, on sort la colonne centrale et on peut venir la désaxer. Comme ça. Ouais, j'ai un peu galéré, mais parce que là il a pris l'eau dernièrement et je ne l'ai pas trop nettoyé, donc il est un peu plein de sable, etc. Mais bon, voilà. Le fait de pouvoir désaxer comme ça la colonne centrale, eh bien, ça permet de venir se positionner en araignée, vraiment être au ras du sol. Et alors ça c'est pratique aussi pour la macro. Donc voilà. Des trépieds qui permettent de se mettre dans des tas de positions, c'est hyper intéressant et confortable en rivière. Ensuite, niveau filtre. Alors niveau filtre, c'est pas quelque chose d'indispensable. Vous pouvez faire de la photo de rivière sans filtre, c'est pas un problème. Tout va dépendre des conditions dans lesquelles vous allez aller shooter, bien évidemment. Moi personnellement, comme j'affectionne beaucoup les rivières de sous-bois, il fait déjà sombre en sous-bois, j'ai pas spécialement besoin de filtre à densité neutre. Ça peut arriver quand on est dans un milieu ouvert qui prend beaucoup de lumière. Pour aller chercher des vitesses d'obturation lente, on va utiliser des filtres AND, des filtres à densité neutre, alors de différentes intensités. Moi personnellement, je n'en possède qu'un seul, c'est le filtre ND1000, en tout cas sur cet objectif-là. Donc le filtre ND1000, je l'utilise vraiment dans des cas extrêmes où j'ai vraiment beaucoup de lumière sur mon lieu de prise de vue. Et c'est quand c'est le seul moyen d'obtenir les vitesses d'obturation lente. Sinon, le seul filtre que j'utilise principalement en sous-bois, c'est par contre le polarisant. Ça, le polarisant, c'est vraiment intéressant pour plusieurs raisons. Donc c'est un filtre qui est circulaire et où on va pouvoir modifier la polarité en fonction de la rotation, en fonction de son axe de rotation. Ça va supprimer les reflets qu'il va y avoir sur l'eau. Alors parfois ça peut être gênant, c'est vrai que d'un point de vue photographique, quand on a une compo, on a envie de dessiner des contrastes avec l'écume. On aime qu'il y ait des contrastes entre l'écume blanche et le reste de l'eau qui est un petit peu plus calme. Et quand il y a des puits de lumière ou une lumière qui vient briller comme ça sur la surface de l'eau, eh bien voilà, c'est pas terrible. Voilà, avec ça, on peut supprimer ce reflet et du coup augmenter les contrastes qu'il va y avoir dans l'eau. On va en même temps, en supprimant les reflets, révéler ce qu'il va y avoir sous l'eau. Donc s'il y a des rochers intéressants, peut-être des fois il y a de la mousse sous l'eau, des galets, peu importe, des algues, je sais pas. Donc on va pouvoir faire aussi ressortir ce qu'il y a sous l'eau. Et également aussi contraster un petit peu les couleurs, puisque en supprimant le reflet, eh bien ça supprime le reflet à la fois sur l'eau, mais ça le supprime aussi sur la végétation, sur les différentes feuilles que vous avez à avoir aux alentours. Donc en supprimant cet effet de brillance qu'il y a sur les feuilles qui parfois éclaircit un petit peu la végétation, eh bien en supprimant le reflet, on va donner un peu du contraste dans les feuilles, dans les arbres et tout ça, donc les couleurs vont être un petit peu plus explosives. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Il a une légère aussi densité qui permet parfois de descendre de 0,3, 0,7 stop en fonction du filtre que vous avez. Donc voilà, ça c'est un filtre par contre que j'utilise quasiment tout le temps. Alors celui-ci avec le porte-filtre Nisi S5, puisque c'est le seul qui est adapté à mon optique, qui est de lentille asphérique. Vous savez, ces objectifs avec on ne peut pas enlever le filtre, on ne peut pas enlever le pare-soleil, et puis vous avez vraiment une lentille asphérique très bombée. Voilà, il faut vraiment un porte-filtre adapté. Donc là c'est du 150 mm. C'est adapté spécialement pour le 14-24 que j'utilise. Alors il y a de gros défauts, je vous le dis franchement. Vous constaterez dans la vidéo que même positionné correctement, bien fixé, j'ai un vignettage à 14 mm. Alors c'est pas tout à fait normal je pense. Mais voilà, j'ai du vignettage à 14 mm, c'est pas insurmontable, en post-traitement c'est un problème qui peut se régler, mais voilà, sachez que si vous avez le même objectif que moi et que vous achetez le kit Nisi S5, vous risquez d'avoir ce petit problème de vignettage à 14 mm, alors qui disparaît très vite lorsqu'on est à 16 mm, mais à 14, on a les angles qui sont bouchés. Donc voilà, c'est un petit peu gênant, un petit peu perturbant. Et puis par contre, ouais, ça aussi, alors je tiens à le souligner, vous voyez que je n'ai pas d'accord particulier avec Nisi, mais voilà, je souligne quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas très pratiques. Quand on voit la taille du filtre, avec la taille de ma main, c'est pas pratique de venir le visser sur le porte-filtre, d'autant qu'il faut maintenir la petite molette qui après nous servira à changer l'orientation du filtre. Voilà, il faut maintenir la petite molette en même temps vissée, donc bien trouver le pas de vis, on n'a pas beaucoup de prise, enfin voilà, sur le terrain c'est pas pratique. Vraiment, moi je suis pas très fan de cette méthode là. Après ceci dit, la qualité du filtre, des verres, ça par contre il n'y a rien à redire, c'est vraiment de très bonne qualité. Voilà pour ce qui est du matériel que j'emmène en rivière. Dernière chose,
très 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 importante. Un chiffon, alors, microfibre ou non, mais un chiffon, de quoi nettoyer et essuyer sa lentille. Suivant les configurations dans lesquelles on se trouve, on peut avoir des projections d'eau sur le filtre ou sur la lentille, quand on part shooter sous la pluie, voilà. Et d'en avoir plusieurs surtout. Faut pas oublier qu'un chiffon, à force d'essuyer, va finir par être imbibé, à la fin il sera plus du tout efficace. Donc essayez d'en avoir toujours un sur vous quand vous êtes en train de shooter, et deux ou trois, voire deux ou trois dans le sac, de bien sec, qui pourront servir de chiffon de rechange. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Voilà. Après, pourquoi pas un déclencheur à distance aussi, ça vous évitera de toucher le boîtier et de déclencher sans toucher le boîtier, donc sans créer de micro-vibrations. C'est pas indispensable, c'est plus pratique, c'est plus confortable. Moi, j'ai cassé la mienne, donc je l'utilise plus. Vous pouvez compenser ça avec un retardateur sur 5 secondes, par exemple. J'ai dit 5 parce que 2, parfois, c'est pas suffisant. En fonction de la stabilité de votre trépied et du poids de votre appareil et tout ça, lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le tout vibre un petit peu et parfois 2 secondes, c'est pas suffisant pour que le boîtier arrête de trembler. Donc voilà, par sécurité, n'hésitez pas à mettre 5 secondes, ça fera très bien le job. Voilà pour ce qui est du matériel que j'emmène sur le terrain. Alors, lorsqu'on veut photographier un paysage, alors le paysage en général, que ce soit des rivières ou autres, il faut savoir observer. C'est vraiment la plus grande qualité d'un photographe, c'est d'être, de savoir s'émerveiller de petites choses, de savoir observer. Et la contemplation, c'est la première étape dans la photographie. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte avec beaucoup de stagiaires sur le terrain, souvent je leur pose la question pour savoir un peu quelles sont leurs principales difficultés. Je leur demande, bon, ben, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent sur le terrain? Et 9 fois sur 10, la première des réponses, c'est, avant même la question technique, l'aspect technique du matériel, etc., la première réponse qui me vient, c'est eh bien, je ne sais pas quoi photographier. J'arrive dans un paysage, tout est beau, ce que je vois à l'œil nu comme ça, c'est beau, il y a tellement de choses que j'ai envie de mettre dans le cadre, mais je ne sais pas quoi. Et c'est là la base de tout. Un paysage, c'est une multitude d'éléments disposés à différents endroits qui constituent ce paysage. C'est toute cette succession d'éléments qui fait que c'est complexe, hein, la photographie de paysage, parce qu'il va falloir, dans tous ces éléments-là, sélectionner ceux qui vont attirer votre regard, ceux qui vont vraiment, qui vous auront touché. Et c'est là où il faut être observateur. C'est pour ça que quand je dis, ne vous mettez pas tout de suite sur trépied quand vous arrivez dans un endroit, avant de déplier le trépied, sortir le boîtier, observez l'environnement, analysez toutes ces choses qui vous entourent, parce que c'est là, c'est la base. C'est de là que va naître après le travail de composition. Donc il faut vraiment savoir observer toutes les choses. Et puis une fois qu'on aura identifié, tiens, les différents éléments qui auront attiré notre regard et qui nous auront touchés, ça peut être une lumière sur des rochers, ça peut être un buisson, ça peut être des fleurs, n'importe quoi. Quand on a identifié cette chose qui nous plaît, c'est là où on va chercher à la mettre en valeur, et du coup on va commencer le travail de composition. Donc cet élément, on va le positionner dans certains endroits qui vont créer une harmonie dans l'image, qui vont faciliter la lecture du spectateur, et ça c'est indispensable. Alors très rapidement, avant de rentrer dans l'analyse de la prise de vue, je voulais vous parler un petit peu de l'environnement dans lequel on vient photographier. C'est très important, parce que ce devoir d'éthique, il n'est pas que pour les photographes animaliers. Nous, en tant que photographes de paysage, on vient aussi se positionner, faire des prises de vue au cœur d'une biodiversité qui est fragile. Et donc, du coup, on se doit, nous aussi, de faire attention à ce qu'on fait. Et si je vous parle de ça, c'est parce que là, par exemple, en l'occurrence, sur ce spot-là, comme je vous disais, ce que j'aime et ce que j'apprécie beaucoup, c'est toutes ces mousses et toutes ces ambiances qu'il va y avoir. Et bien, par exemple, ces mousses, le terme scientifique pour les mousses, ce sont les bryophytes. Ces bryophytes, ils sont hyper intéressants à connaître parce que ce sont des organismes végétaux qui sont très complexes et qui ont une vraie importance dans la biodiversité. Alors, dans un premier temps, déjà, il faut savoir que c'est une plante qui contribue directement à la photosynthèse. Elle va préparer aussi, préparer la venue de certaines plantes supérieures, c'est-à-dire qu'elle va fertiliser des endroits où elle va créer un environnement propice au développement de certaines plantes, certaines fleurs. Donc c'est quand même assez intéressant, même d'un point de vue photographique, puisque du coup ça va créer de la végétation et des choses intéressantes en photo.
Autre chose, ça sert aussi pour la faune sauvage. Il faut savoir que les oiseaux viennent prélever comme ça dans les mousses pour faire leur nid, parce que ça va les protéger de l'humidité, ça va les isoler aussi. Les rongeurs font la même chose. Donc vous voyez, ces mousses, elles ont une importance. Elles abritent également une microfaune, hein, tout ce qui est acarien, tout ça. Donc c'est vraiment une mini-forêt dans une forêt. C'est un organisme qui est assez complexe et qui en plus va coloniser des endroits assez pauvres, hein, puisque ça va coloniser les rochers, l'écorce des arbres, etc. Parce que ce sont des organismes qui n'ont pas de racines. Hein, ça possède des rhizoïdes. Les rhizoïdes leur permettent vraiment d'aller coloniser des endroits qui sont pauvres en nutriments, etc. Donc, ce qu'il faut connaître aussi sur la mousse, c'est le cycle de reproduction. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Ça doit vous paraître bizarre, mais ça a un rapport direct avec la prise de vue. C'est que le cycle de reproduction de la mousse, il est assez particulier et il est marqué sur le terrain, on le voit. C'est-à-dire que la mousse, arrivé à un certain moment de son cycle de reproduction, il va se développer des petites tiges toutes fines. Et au bout de cette tige, il y a une petite capsule. Il faut savoir que ça, c'est un stade de la reproduction où cette petite capsule va s'ouvrir et va libérer des spores qui vont se propager avec le vent et qui vont aller coloniser d'autres parties, qui vont aller s'implanter dans d'autres zones humides. Et là où ces spores vont se déposer, eh bien, va renaître de la mousse également. Donc pourquoi je vous dis ça et le rapport avec la photo, c'est tout simplement que si on fait attention à ne pas piétiner la mousse et tout ça, eh bien on préserve le spot et en plus on va le rendre plus joli. Parce que si vous piétinez par exemple ces petites tiges avec ces capsules, eh bien vous allez briser le cycle de reproduction et en fait vous tuez le spot. Donc ne piétinez pas la mousse autant que vous le pouvez. Je sais que c'est pas facile, on ne peut pas voler, il y a des endroits qui en sont recouverts, on n'a pas le choix. Mais plus vous allez faire attention, essayez de, si vous faites plusieurs allers-retours, essayez de marcher toujours dans vos empreintes. Si vous avez piétiné un endroit, de toujours repasser au même pour éviter de piétiner ailleurs. Enfin, c'est un détail, mais c'est un détail qui permet de préserver le spot et surtout de le développer. Parce que si vous faites attention à ça, eh bien des fleurs vont naître, la mousse va se développer, et puis vous allez avoir un spot à la fin qui va être superbe. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse biodiversité, mais qui a toujours un rapport avec notre pratique. Bon, maintenant, il est temps de passer à l'analyse de la prise de vue. Je sais, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais ce sont des choses qui sont importantes. Donc maintenant, la prise de vue. Dans un premier temps, quand je suis arrivé sur place, j'ai commencé, comme je vous le disais tout à l'heure, à observer les lieux et vraiment, j'ai cherché à identifier, donc dans un premier temps, l'élément qui allait attirer mon regard. Et pour ma première image, le premier élément qui a attiré mon regard et que j'ai trouvé sympa, c'est un mouvement d'écume qu'il y a en face du déversoir. Ça fait comme une sorte de palier, un étage, avec cette petite chute qui crée justement un joli mouvement d'écume qui est bien contrasté avec les parties calmes à côté. C'est un endroit où il y a des parties calmes et donc du coup j'avais vraiment un joli dessin d'écume. Là je trouve une composition et cette fois-ci c'est l'orientation paysage qui m'a vraiment le plus intéressé puisque ça me permettait d'intégrer tout ce mouvement. Ça crée une courbe comme ça, une sorte de ligne qui était facile à positionner dans le sens où je pouvais faire partir la ligne de l'angle inférieur droit. Cette ligne, en la suivant, on arrivait à ces mouvements d'écume qui étaient assez intéressants. Et de là, après, l'œil est attiré par la suite, par le petit déversoir qu'il y a au-dessus, et évidemment, il vient fuir, après, sort de l'image dans la zone de lumière tout en arrière-plan. Donc, au niveau de ma composition, je voulais vraiment créer une espèce de perspective. Donc je me suis mis au ras de l'eau, je me suis mis assez proche de l'eau parce que ça me permettait au 14 mm de créer vraiment une perspective dans l'image et de donner de l'importance. Plus on va se mettre en dessous ou en tout cas à hauteur du sujet qu'on veut photographier, plus on lui donne de l'importance. Donc là évidemment comme c'est mon sujet finalement ce petit mouvement d'écume et que c'est ça que j'ai voulu mettre en lumière, eh bien je me suis mis à sa hauteur, donc très proche de l'eau, et ça donnait aussi également voilà, cette perspective qui mène au final, les lignes mènent vers le point d'entrée de lumière. Alors au niveau réglage, quand je veux capturer comme ça des mouvements, je vais rarement dans des poses très longues. Je suis très rarement, voire jamais en dessous d'une seconde. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est capturer le mouvement, mais je veux capturer le mouvement tout en gardant quand même du détail
dans l'écume, tout en gardant une certaine finesse. Parce que quand on commence à rentrer dans des pauses de 30, 40 secondes, une minute, on va avoir cet aspect vraiment laiteux où on perd finalement l'eau. C'est plus de l'eau, c'est... alors ça peut être joli, attention, c'est encore une fois, c'est une question de goût et de couleur. Mais personnellement, je préfère garder, voilà, qu'on puisse quand même bien identifier quel est l'élément, même si bon, même à 30-40 secondes, on saura que c'est de l'eau. Mais voilà, j'aime garder la finesse et du détail dans l'écume, donc je suis rarement en dessous d'une seconde. Je varie entre un tiers de seconde, un sixième, un dixième, parfois je suis vraiment proche d'une seconde, et ça me permet comme ça d'avoir ce léger mouvement et cette finesse dans l'eau. Au niveau de l'ouverture, alors là au niveau de l'ouverture, j'essaie d'être rarement en dessous de F7.1 parce que F7.1, F8 parce qu'en dessous après je vais vraiment réduire la profondeur de champ et bon là on est sur du paysage, ce que je veux c'est avoir de la netteté du premier plan jusqu'à mon arrière-plan, donc je vais aller rarement en dessous de F7.1, F8. Alors après avoir opté pour une orientation paysage, moi j'aime beaucoup en rivière l'orientation portrait parce qu'elle permet de vraiment créer une espèce de troisième dimension quand on a un rocher, un élément comme ça qu'on veut faire ressortir un petit peu de l'image et où on veut créer cette espèce de perspective et cette 3D un peu. Eh bien, en orientation portrait, en se rapprochant d'un sujet, et là en l'occurrence j'avais trouvé cette espèce de petit rocher qui se détachait dans le déversoir en haut. Alors au départ, comme d'habitude, je prends mon boîtier, puis je cherche. Ça se joue à très très peu de choses. Et c'est là où on se rend compte qu'il faut prendre le temps pour composer parce que là où on va se positionner, à 10 cm près, ça change complètement la perspective de l'image. Donc on va commencer, là c'était ce rocher qui m'intéressait, donc j'ai commencé à me positionner, à essayer de chercher, donc je vais à droite, à gauche, de haut en bas, je recule, j'avance, jusqu'à trouver la bonne perspective et cet effet un petit peu 3D que j'aime bien, où on a l'impression qui va être d'ailleurs, c'est un effet qui va être d'ailleurs insisté derrière en post-traitement, vous le verrez dans le tutoriel. Pour faire ça, il faut se déplacer, il faut vraiment chercher, ça se joue à peu de choses. Et c'est là où on va jouer avec cette déformation que crée la lentille asphérique. Donc autant tirer avantage de ce petit défaut, c'est que on sait que ça va, suivant l'inclinaison de l'objectif, donc suivant l'inclinaison du boîtier, ça va créer une légère déformation. Alors ce qui peut être gênant quand on fait de l'architecture ou des choses où il y a vraiment des lignes très droites, mais en paysage, au contraire, ça peut être très intéressant. Puisque lorsqu'on est en orientation portrait, qu'on est proche du sujet, en s'inclinant légèrement, en inclinant légèrement comme ça le boîtier, eh bien la déformation va créer cette perspective et cet effet de troisième dimension là. Donc du coup, ça va être intéressant et c'est exactement ce que j'ai cherché à faire. Alors voilà, arrivé à un certain moment où j'ai trouvé enfin l'angle et la position exacte dans laquelle mon boîtier devait se trouver, c'est uniquement là que je viens positionner mon trépied. Alors, la compo me plaît puisque j'ai ce rocher qui ressort comme ça et qui est positionné sur une zone de force, donc qui attire tout de suite le regard. Ensuite, ça suit un cheminement, puisqu'ensuite on va suivre le cheminement de l'eau et du rocher qui a légèrement décalé sur la gauche, pour finir par fuir en haut dans la zone de lumière. Comme je le disais tout à l'heure, là, vu que je suis vraiment très très proche, parce que pour créer cet effet de perspective, il faut que je sois très proche du sujet. Là, je suis à une quinzaine de centimètres, 20 cm du rocher. Et là, pour le coup, au niveau de la mise au point, il n'y a pas d'autre choix que faire un focus stacking. Je suis trop près de mon premier plan. Et mon arrière-plan est beaucoup trop loin. Donc forcément, si je veux de la netteté de ce rocher jusqu'à mon arrière-plan, je n'ai pas d'autre solution que de faire un focus stacking. Alors comment je procède pour faire ça ? Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner, donc je vais faire plusieurs mises au point sans bouger mon cadrage. Mon cadrage est fixe, ne bouge pas. Et je vais chercher à faire plusieurs mises au point. La première, bien évidemment, sur le rocher, puisque c'est mon sujet principal dans l'image. C'est mon point d'intérêt principal. Cette mise au point, donc bon, vous pouvez la faire tout simplement avec l'autofocus. Moi, quand j'ai le temps, comme ça en paysage, pour être vraiment très précis, je fais ma mise au point au live view. C'est-à-dire que je viens, donc j'ai mon live view, j'ai mon image, je viens zoomer dans mon image en ayant positionné mon collimateur sur mon point d'intérêt. Je viens zoomer avec le petit bouton plus dans mon image. Et une fois que je suis bien rentré dedans, manuellement, je viens tourner ma bague pour vraiment ajuster et avoir
la mise au point la plus parfaite possible à cet endroit-là. Et ensuite, je dézoome, ma mise au point est faite, elle ne bouge plus puisque je suis en manuel, et j'ai plus qu'à shooter. Et je vais répéter la même chose sur différents endroits de mon image. Donc là, j'ai fait ma mise au point dans un premier temps sur le rocher. Ensuite, je vais faire ma mise au point sur la partie intermédiaire, un petit peu au centre de l'image, là où je commençais à perdre en qualité. Donc je refais même processus. Je positionne mon collimateur, je zoome dans l'image, je viens juste à la bague pour avoir une mise au point parfaite. Et ensuite, je shoot. Et même chose, dernière mise au point, là j'en ai fait 3, la dernière mise au point, elle est sur mon arrière-plan, sur la partie végétation en haut, les feuilles des arbres. Donc même chose, je viens positionner mon collimateur, etc. Et donc là, j'ai réalisé mes 3 mises au point différentes. Alors une petite astuce, parce qu'après quand on va se retrouver à trier nos photos, qu'on va ouvrir notre carte SD et qu'on va avoir des centaines de photos parce qu'on a fait des centaines de prises de vue, pour être sûr de retrouver le focus stacking, puisque de loin comme ça, quand on regarde en petite vignette, eh bien c'est 3 photos identiques. Pour être sûr de bien retrouver notre focus stacking, une petite astuce, avant de faire votre première image, eh bien vous faites une image avec, moi je positionne ma main, paume ouverte, devant mon objectif, pour signaler que c'est le début de mon focus stacking. Et après avoir fait mes 3 mises au point différentes, je refais une photo, cette fois-ci avec la main paume fermée, devant. Et ça me permet après, quand je suis au moment du tri, eh bien, je vais chercher les moments où j'ai une paume ouverte, une paume fermée, et je saurai que là, ici, j'ai le début de mon assemblage, et là, j'ai la fin de mon assemblage. Vous pouvez faire ça aussi quand vous faites du panorama, vous avez plusieurs photos pour assembler un panorama, ou bien un bracketing d'exposition. Mais c'est une petite astuce rapide qui permet de s'y retrouver facilement après quand on va faire le tri dans nos photos. Alors ma dernière session, et là c'est franchement, ça a été quelque chose d'unique. D'unique parce que c'est un endroit qui en fait est un spot magnifique mais éphémère. En 8 ans que je viens ici, je n'avais jamais vu ce spot dans cet état-là. En fait, j'étais en bas au départ, donc là où j'ai fait mes premières prises de vue, et puis j'ai voulu me déplacer pour essayer d'aller trouver d'autres angles de vue. Et puis bon, il y avait tellement de débit que c'était pas intéressant, et je me dis, bon, bah, je retourne à la voiture. J'allais presque partir, et arrivé à la voiture, je lève la tête, j'entendais couler dans la forêt. Ça se voyait pas de la route, mais j'entendais couler dans la forêt, et puis je tourne la tête. Et là, de loin, je vois vraiment des mousses très très vives, très vertes, et quelques petits mouvements d'eau au travers de la végétation. Je me dis, tiens, je vais aller jeter un coup d'œil. Et là, quand j'arrive sur place, mais alors ça a été juste hallucinant. Je suis tombé sur un espèce de décor, mais honnêtement, je suis resté sur le cul, parce que c'est pas comme ça, c'est pas un endroit naturellement comme ça. D'habitude, il y a juste des rochers verts, effectivement, couverts de mousse, mais il y a pas d'eau qui coule, ou alors de très maigres filets. Et là, mais d'un coup, c'était juste fantastique. Et comme ici, bon, il y a des exurgences en bas, je pense que cet endroit-là, c'est une sorte de soupape qui, quand quand les réseaux souterrains et l'exurgence principale est saturée, eh bien je pense que ça sort par cet endroit-là, et il faut pour ça des conditions particulièrement exceptionnelles, puisque, je vous le dis, en 8 ans, j'avais jamais vu ce spot comme ça. Et là, j'arrive, mais c'était juste terrible. On se serait cru dans les forêts primaires de Yakushima au Japon, là, avec ces espèces d'ambiance, cette mousse un petit peu partout, et en plus avec des couleurs très très vives, qui tranchaient bien avec le tapis de feuilles mortes qu'il y avait au sol, qui, bon, les feuilles mortes, en général, quand il fait sec, elles sont marron, elles sont ternes, elles ont peu d'intérêt, mais là, avec une telle humidité, du coup, on avait ces feuilles mortes qui prenaient des tons cuivre très forts et qui tranchaient énormément avec le vert, puisqu'en plus c'est la couleur complémentaire, le rouge est la complémentaire du vert,
Donc du coup, on avait vraiment cette espèce de patchwork de couleurs c'était juste fantastique. Et là, c'est tellement beau, ça sortait et ça coulait de tellement partout que quand je suis arrivé sur les lieux, vous voyez, je vous parlais d'identifier la petite chose qui va être intéressante et qu'on va vouloir mettre en valeur. Et bien là, la difficulté, c'est que tout est beau et on ne sait plus du tout où poser l'œil. Ça coule de partout, on a l'impression qu'on a envie de poser le boîtier, mais vraiment de partout. Et c'est là où c'est complexe, parce qu'en réalité, la disposition du terrain rend la prise de vue assez complexe, parce que c'est dans une pente qui est inclinée, ça coule tellement de partout, il y a tellement d'éléments intéressants qu'on ne sait plus lequel choisir, et trouver un équilibre dans l'image sans que ce soit un amas comme ça de plusieurs choses qui deviennent presque un fouillis, eh bien il faut vraiment trouver l'endroit où on va créer une certaine harmonie, un certain équilibre dans l'image. Et je vous assure que quand on est dans un endroit comme ça paraît simple parce qu'on se dit c'est tellement beau qu'il suffit de se poser n'importe où, ce sera terrible. Non. C'est l'endroit le plus complexe que j'ai eu à photographier. Pourquoi? Parce que justement, c'était difficile de trouver l'équilibre quand je faisais une composition, de ne pas avoir des branches et des arbres qui perturbent la lecture, de créer des lignes. Créer des lignes dans un environnement comme ça, c'est vraiment pas évident. Donc ça m'a demandé du temps, j'ai passé peut-être 1 heure avant de trouver la bonne composition. Et j'en ai trouvé donc au départ une qui me semblait, alors c'était peut-être ce qu'il y avait de plus logique quand on arrivait là-bas, en tout cas au niveau de la perspective et de l'angle, c'était quelque chose de logique. Alors du coup, au niveau composition, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché vraiment un équilibre. Alors pour trouver cet équilibre, j'ai cherché vraiment un peu partout. J'ai mis 1 heure à positionner mon boîtier au bon endroit, et cet endroit-là s'y prêtait. Bon, c'est un endroit assez logique dans le sens où, au niveau de la perspective et du sens dans lequel je me suis mis, c'était logique, puisque je suis face à l'écoulement d'eau, avec la forêt derrière, donc on est dans une configuration assez habituelle. Et par contre, au niveau de l'équilibre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me positionner de manière à avoir ce rocher vert comme ça dans l'angle inférieur droit, qui crée une sorte de ligne, une ligne directrice, une diagonale, avec en opposition de l'autre côté un autre rocher vert qui vient équilibrer et qui vient refermer un petit peu la composition. Ensuite, l'œil suit les mouvements d'eau jusqu'à ces quelques arbres qu'il y avait comme ça en arrière-plan, et pour finir par fuir dans le couvert de la végétation en haut. C'était relativement difficile de trouver vraiment l'équilibre dans la composition. Après, au niveau des réglages, cette fois-ci, alors au niveau accessoire, je n'ai pas utilisé de filtre polarisant. C'est un endroit où il n'y en avait pas besoin. Honnêtement, il n'y avait pas besoin de contraster plus la végétation parce qu'elle l'était déjà un maximum. Pas besoin de supprimer les reflets sur l'eau, puisque c'était pas un endroit où il y avait des zones calmes d'aplat où on va supprimer ce reflet qui peut être gênant. Là, c'était que de l'écoulement d'eau, donc que du filet blanc. Il n'y avait pas besoin de filtre, vous voyez ce que je disais, il n'y a pas besoin forcément toujours d'un filtre en rivière. Là j'en ai utilisé aucun. La principale difficulté sur ce spot, tellement il y avait de choses et tellement d'envie de se mettre partout, c'était de trouver l'endroit qui allait être à la fois représentatif de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, et à la fois équilibré pour faciliter la lecture du spectateur. Ensuite, j'ai choisi une autre perspective. Là, je m'étais mis dans une configuration logique, face à la rivière. Et puis, après, en marchant, en me déplaçant, j'avais trouvé une perspective qui était intéressante. C'était je me suis mis dans le sens de la rivière. C'est-à-dire que je me suis mis vraiment au-dessus, avec la rivière qui plongeait, vu qu'on était vraiment dans des pentes. J'avais tous les coulements d'eau qui partaient comme ça. Et donc là, cette fois-ci, je me suis mis dans l'autre sens pour avoir cette perspective sur l'eau qui fuit et qui s'en va dans la végétation comme ça. Donc là, l'équilibre était un petit peu plus simple dans la composition, puisque il me suffisait simplement de trouver la bonne perspective, d'avoir... voilà, j'avais ces espèces de rochers, pareil, une fois dans l'angle inférieur gauche, j'avais ces rochers, l'angle inférieur droit également, et le départ de l'eau, et finalement le mouvement d'eau comme ça, qui part, ça crée des lignes directrices vers cette entrée de lumière qu'il y avait entre les arbres, là, les arbres qui referment bien la composition, et l'eau vient fuir comme ça dans la végétation, dans un endroit assez clair qui prenait le soleil. Donc on a vraiment, là, pour le coup, on n'est plus trop dans les points de force.
Au niveau composition, on est principalement dans des lignes directrices, des fuyantes qui guident le regard d'un point A vers un point B. Et en plus avec une espèce de perspective, parce que la position dans laquelle je me trouvais et avec la longueur focale que j'ai utilisée, qui était donc de, je crois que là cette fois-ci j'étais à 16 mm, ou peut-être un petit peu plus, je sais plus, mais j'étais pas à 14. Donc ça me permettait d'avoir vraiment voilà, cette espèce de dynamique et cette perspective sur le mouvement. Alors voilà pour ce qui est de l'analyse des prises de vue sur le terrain. S'il y a une chose à retenir vraiment de tout ce que je vous ai dit, c'est prenez soin de l'environnement dans lequel vous vous trouvez et prenez le temps de bien observer et de bien identifier toutes ces petites choses qui vous touchent parce que c'est la base de notre travail de photographe. Savoir observer pour retranscrire une émotion ou un ressenti. Donc vraiment prenez le temps de tout observer, même le monde du minuscule si vous avez des objectifs macro, tout ça. Même si vous étiez parti dans l'idée de faire une photo de rivière, moi c'était le cas, eh bien j'ai monté un acromate macro sur mon objectif et je suis allé chercher un petit peu des choses comme ça aussi à droite à gauche pour observer de près. Par exemple, je suis tombé sur un bibion. Alors le bibion c'est un petit insecte de la famille des mouches, d'ailleurs c'est plus connu sous le nom de la mouche noire de la Saint-Marc. C'est un petit insecte qui sort de l'état larvaire au mois de à peu près fin mars et qui de avril à mai a une forme de mouche comme ça, un peu maladroite, qui est avec les pattes pendantes, qui a un peu du mal à voler et qui se fait brasser par les courants d'air. Et c'était rigolo parce que en observant les mousses, je suis tombé sur ce bibion qui était en train de se tortiller dans tous les sens, et en observant de plus près, je me suis rendu compte qu'en fait il avait une grosse goutte d'eau sur l'abdomen, sur le dos. Et que bon, on se doute bien que déjà pour une mouche qui n'est pas très à l'aise avec le vol, d'avoir une grosse goutte d'eau collée sur le dos comme ça et qui à son échelle elle doit être assez lourde, ça doit être assez perturbant et assez gênant pour voler. Alors elle était là en train d'essayer de s'enlever ça. Et apparemment, vous voyez, le manque de souplesse c'est aussi bon pour les insectes puisqu'elle n'arrivait pas à s'enlever la goutte. Donc vous voyez, il faut observer son environnement et puis s'émerveiller un petit peu de tout. Je crois que c'est vraiment ce qui nous manque maintenant dans notre société actuelle. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification. Et puis maintenant, je vous fais une petite démonstration du pack d'action que vous retrouverez dans le lien présent en description de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça vous servira dans votre pratique de tous les jours. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo avec encore d'autres aventures. Allez, ciao!